Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du C2 Podcast, le podcast du C2RP Carrefour Hauts-de-France. C'est déjà le second épisode. Si vous avez manqué le premier, il est toujours en écoute. Et pour ce second épisode, on a choisi un thème extrêmement original, puisque nous allons parler d'un objet média, un objet multimédia pour la formation. C'est celui que vous avez en ce moment même entre les oreilles. C'est le podcast. Et pour parler du podcast pour apprendre, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Yannick Raffnel. Bonjour Yannick. Bonjour. Merci de nous consacrer ces quelques minutes pour l'enregistrement de cet épisode. Je vais vous inviter à vous présenter. Néanmoins, je vais essayer quand même de mon côté. Est-ce que j'ai raison si je dis que Yannick Raffnel est le coprésident d'un événement qui s'appelle le Learning Show, mais est aussi le fondateur du cluster EdTech Grand Ouest, ou encore coprésident d'EdTech France? Est-ce que tout ça est juste? Est-ce que j'en oublie? À la fois tout est juste, et à la fois on peut en rajouter beaucoup d'autres, parce que on peut pas résumer sa place dans l'écosystème simplement à quelques fonctions comme ça. Ce sont des fonctions transversales, ce sont des fonctions dans lesquelles évidemment tout se tient, ce sont des morceaux de puzzle, et on pourrait rajouter le fait que je participe à l'équipe de rédaction du Mag RH, qui est un magazine absolument fondamental dans l'écosystème de la formation, de la ressource humaine, qui est un magazine ouvert dans lequel tous les contributeurs sont aussi les lecteurs. C'est diffusé à plus de 200, 300, voire 400 000 exemplaires chaque trimestre. Et c'est un vrai bonheur de pouvoir aussi faire de l'intelligence collective sous forme papier et sous forme multimédia sur le site internet. Donc voilà, ça fait aussi partie de ces fonctions fantastiques. Le Mag RH dont on rappellera dans les références associées au podcast, évidemment le lien d'accès puisque c'est un magazine qui est librement accessible. Alors, je dois avouer que nous nous connaissons un petit peu avec Yannick et en revanche, les auditeurs du C2 Podcast ne vous connaissent peut-être pas plus que ce que je viens de dire initialement dans la présentation. Est-ce que c'est trop demandé que d'avoir un petit résumé? Parce que moi, je connais une partie plus longue de la liste de ce que je vais demander. Est-ce que l'on peut avoir un petit résumé du parcours qui est le vôtre? Oui, je vais essayer de le faire très court, mais résumer 14 métiers différents, c'est pas simple. Et pourtant, je crois, avec mes 62 ans, appartenir à la génération Y. Il faut pas se tromper. On dit aux jeunes actuellement, attention, vous sortez d'une école d'ingénieur, mais préparez-vous, vous allez avoir au moins 4 métiers différents. Eh bien, quand je le dis, bien moi je l'ai vécu et je suis psychomotricien, je suis ingénieur commercial informatique, je suis créateur d'entreprises dans le monde du vêtement et de l'import puisque je travaillais sur la Thaïlande pendant des années à dessiner, faire fabriquer des vêtements. Je suis aussi dès 1994 le créateur d'IDP, une entreprise qui voulait dire ingénierie et développement en pédagogie, qui est parti d'une question fantastique, puisque nous formions des ingénieurs à l'informatique et au monde Unix. Ça a été de se dire, mais nous, formateurs, qu'est-ce que l'informatique va changer dans nos pratiques? Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai plongé dans le AO, dans la formation ouverte à distance, dans le e-learning, dans le digital learning, ce domaine incroyable dans lequel se réinvente chaque jour et les pratiques et les questions autour de la place du formateur, de l'ingénierie de formation, de la différence entre ingénierie pédagogique et ingénierie de formation, bref, toutes ces questions clés qui sont intemporelles et qui font qu'on ne peut que trouver encore et de l'enthousiasme et du plaisir à aller innover chaque jour, inventer chaque jour pour renouveler
notre métier. Une dernière petite précision pour terminer cette première partie qui nous permet de mieux nous connaître ou de mieux vous faire connaître. On a évoqué la coprésidence d'EdTech France ou la fondation du cluster EdTech Grand Ouest. Et je me sens bien évidemment obligé, enfin rien ne m'y oblige, j'en ai plutôt très envie, mais j'ai envie d'évoquer le cluster EdTech Hauts-de-France, puisque très prochainement nous auront un ou plusieurs des représentants de la région qui seront présents, ou en tout cas des acteurs du secteur des EdTech de la région qui seront présents au microphone. Les relations qui unissent l'ensemble de ces clusters régionaux avec un chapeau national, quelles sont ces relations justement ? Très intéressant. Il faut partir de l'historique de ces clusters. Maintenant, je sais pas pourquoi, mais on a banni ce mot-là depuis 1 an et demi. On préfère parler de hub. On l'entend moins, oui, cluster. C'est vrai qu'on se demande toujours pourquoi. Alors, je vais repartir de quelque chose qui est vraiment important à comprendre. D'où ça vient, cette envie d'aller faire se rencontrer les gens sur un territoire. Et à l'origine, eh bien, c'est une autre manifestation qui est le Learning Show. Il y a 6 ans, j'ai le plaisir de retrouver un collègue qui était, il y a 6 ans, le président de la French Tech à Rennes et que j'avais croisé dans les années 90 parce que lui-même était fondateur d'une entreprise EdTech, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, mais qui s'appelle Cifadis. Cifadis, c'est un LMS important et ce LMS, eh bien, Pierre Berthoud, puisque c'est lui, il l'a à un moment donné vendu à un groupe Manpower et finalement il en est sorti au bout de, je sais plus, au total peut-être 15 ans ou presque 20 ans à avoir créé et piloté cette entreprise. Et là, lorsque nous nous sommes retrouvés il y a 6 ans, nous nous sommes dit, nous sommes lui et moi, avec des dinosaures du digital learning, avec une expérience, et on a envie d'aller faire bénéficier de cette expérience l'écosystème en disant il manque quelque chose pour tous les acteurs de l'innovation pédagogique pour leur permettre de se rencontrer et de partager entre pairs. Qu'ils soient formateurs, qu'ils soient enseignants du primaire, du secondaire, qu'ils soient enseignants du sup, chercheurs, qu'ils soient entrepreneurs de la EdTech, qu'ils soient commanditaires, responsables formation, financeurs de ces ressources, tous ces gens-là ne se croisent jamais. Et en plus, lorsqu'ils doivent entre pairs aller se voir les uns les autres, c'est sur des salons. C'est Educatech à Paris, c'est Learning Technology à Paris, c'est des moments qui sont très cloisonnants. Eh bien, nous avons rêvé d'aller inventer un événement qui permette à toutes ces personnes de se rencontrer, de se croiser, d'échanger, de s'inspirer, de mettre en valeur les bonnes pratiques des uns pour aider à former les autres. Bref, on s'est dit, nous devons créer un événement qui va permettre à tout ce monde de se voir une fois par an. Et il faut surtout que ça ne ressemble pas ni à un salon, puisque dans un salon, c'est que du commercial qui prend le lead, ni à un TEDx, parce que dans un TEDx, même s'il y a de l'émotion, c'est celui qui est sur scène qui a l'émotion. Et le public, il est posé dans le fond de ses fauteuils et il est tout à fait passif. Donc, on va inventer un événement, ça sera le Learning Show, sous forme d'atelier immersif, expérientiel. Ça se passe une fois par an et pour tous les gens qui viennent de France, voire même d'Europe. Et en ayant inventé ça, ce qui vit maintenant depuis plus de 6 ans, la 5e édition a eu lieu là au mois d'octobre, on s'est dit, tiens, un jour, ça serait bien aussi que on permette aux acteurs sur un territoire de se retrouver pour échanger de la même manière, mais à l'échelle d'un territoire pour qu'il y ait cette proximité géographique. Ça serait bien qu'on invente un cluster EdTech Grand Ouest. Eh bien, cette invention s'est transformée en réalisation lorsqu'on l'a montée, et je l'ai montée il y a 2 ans et demi avec les acteurs autour de la Bretagne et des Pays de la Loire. Et lorsque ça s'est monté, eh bien, une fois que ça s'est structuré avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, certains conseils départementaux, de Acto, etc., tout un tas d'acteurs des rectorats qui se sont manifestés,
d'autres régions sont venues en me demandant si je pouvais les aider à transférer ce retour d'expérience pour aider. Et le premier, ça a été justement la région Hauts-de-France pour pouvoir aider à monter. Je suis allé à Lille dans un événement pour rencontrer ceux qui avaient envie de monter ce cluster EdTech Hauts-de-France. Puis ça a été la Normandie, puis ça a été l'Occitanie, puis ça a été le Pays Basque, ça a été le Sud. Et très dernièrement, je suis allé à la fois à La Réunion et après à Mayotte pour pouvoir monter aussi ces hubs régionaux sur ces territoires où, de la même manière que ça s'est fait originellement en Bretagne, eh bien ça s'est monté sur ces territoires. Avec une chose qui est très importante, ce sont des associations indépendantes qui sont tout à fait autonomes, et la seule chose que nous faisons, c'est maintenant que je suis le co-président de la Tech France, c'est d'essayer de faire qu'il y ait une mutualisation entre toutes ces structures pour que de la même manière ça se fédère. Et ça nous a permis d'aller aussi travailler et échanger entre pairs avec d'autres structures qui existaient auparavant. EdTech Lyon, qui existe depuis longtemps, Educasur, qui existe aussi depuis 5-6 ans, et le SPN Poitiers, qui sont toutes des structures qui n'ont aucun rapport organisationnel avec EdTech France. Mais nous faisons tous partie de cet écosystème, et faire du co-développement de ces structures régionales a vraiment du sens, et c'est avec beaucoup de plaisir que maintenant, toutes les 6 semaines, on se retrouve, on échange, on partage pour nous aider les uns les autres à développer nos structures sur chacun nos territoires. Merci pour tous ces compléments. C'est extrêmement important de comprendre et d'observer la façon dont le secteur se structure. Et après ces quelques minutes que l'on a pu consacrer à mieux faire connaissance, à bien faire connaissance, venons-en au sujet qui nous concerne désormais, c'est-à-dire l'objet podcast, cet exercice auquel on se livre en ce moment même. J'ai une première question, Yannick, presque naïve, à propos du podcast que je ne vais pas appeler OVNI parce que ça n'est pas un objet volant, mais c'est un objet d'apprentissage, pas non identifié, mais j'ai presque envie de dire ça, puisque c'est extrêmement original. Cela existe depuis 2004, le terme podcast est né en 2004, et nous avons le sentiment que c'est un format qui vient tout juste d'apparaître dans le paysage de la formation digitale. Est-ce que je me trompe en ayant ce côté quelque peu candide? C'est vrai que c'est une des tendances très fortes de l'évolution des ressources de formation en s'inscrivant comme une possibilité supplémentaire. Et on ne parlait au départ que de des contenus construits sur les plateformes, les LMS, qui étaient des contenus sous forme textuelle, faits en HTML au début, puis après avec de l'animation, du motion design, de la vidéo, avec tout ce que ça nécessite en termes de production. Et depuis quelques années, sont venues de manière tout à fait complémentaire des ressources produites et dédiées à la formation pour pouvoir se mettre dans ces plateformes. Et la grande révolution qui se passe en ce moment, c'est que on a aussi des plateformes de formation dédiées aux podcasts qui se sont montées, où on arrive à avoir une véritable interaction entre le son, les ressources et des activités pédagogiques qui vont après se servir de ces ressources sonores qui ont été proposées, comme avant pouvaient être proposées d'autres types de ressources, simplement vidéo ou on va dire audiovisuelles de manière globale. On peut en savoir un tout petit peu plus à propos de ces plateformes dédiées, si j'ai bien entendu? Oui, alors on a vraiment tout un tas d'acteurs maintenant qui sont en train de venir sur ce terrain-là, avec qui sont, alors c'est tout à fait intéressant, au départ souvent des studios de production sonore qui produisaient simplement de la ressource sonore, du reportage, avec des approches très intéressantes. C'est-à-dire que faire du podcast, mais ça, on va pouvoir y revenir après, ça prend plein de formes différentes, parce que ça peut être de l'interview,
Ça peut être ce qu'on est en train de faire tout de suite, c'est-à-dire vraiment de la rencontre avec un et des acteurs que l'on met autour d'une table et de micros qui vont aller amener du contenu. Mais ça peut prendre tout à fait d'autres formes avec du reportage audiovisuel, de la mise en scène audio qui va être construite avec de la narration, avec du storytelling, avec vraiment quelque chose de l'habillage, du bruitage, tout ce qui va permettre vraiment d'apporter de la qualité. Donc ça, c'est ces studios qui pouvaient le faire pour des marques, pour des entreprises, se sont rendus compte que ça devenait aussi des vraies ressources pour aller se former avec là aussi de l'ingénierie pédagogique, de l'objectif et de la construction de la narration pour que ça devienne quelque chose de formateur. Mais maintenant, on est à ce stade où ces plateformes se construisent pour en plus apporter de l'interactivité, du questionnaire, de la demande de production, de retour de ce que les apprenants vont faire après avoir écouté. Donc, je vais retrouver, si par exemple une structure, c'est TukTak, TukTok, qui fait ça, qui propose ça, qui construit, produit et diffuse avec cette interactivité. Un très bon exemple que l'on mentionnera dans les liens également disponibles en commentaire. J'ai entendu 2 choses, Yannick. Enfin, j'en ai entendu beaucoup, mais j'en ai noté 2. Il y en a 2 qui m'ont interpellé. La première fait référence aux usages pédagogiques. J'ai cru entendre une référence faite à la multimodalité. Non, peut-être pas encore nommée sous cette forme-là, mais en tout cas décrite par le recours au podcast en combinaison avec d'autres modalités dans des parcours. Est-ce que c'est un format qui est justement de plus en plus utilisé et qui est parfaitement adapté, et dans quel contexte? On ne doute pas que la multimodalité s'appelle comme ça parce qu'elle est facilement permise et que le podcast va y trouver sa place. Mais justement, quelle est sa place et quels usages on observe actuellement pour quels bénéfices également pédagogiquement parlant? Alors, ce qui est vraiment très intéressant en 2021-2022, dans justement ce rapport aux ressources diverses, c'est que la maturité des acteurs de la formation permettent aujourd'hui de sortir de cet aveuglement que l'on a pu tous rencontrer dans, j'allais dire, non pas les années qui précèdent, mais les dizaines d'années qui précèdent. Souvenons-nous, l'usage du son en formation, il n'y a rien de nouveau. Parce que si on revient à l'usage de la radio en formation, je ne sais pas, mais Nicolas, ça date de quand en France Ça fait des années qu'il existe des radios d'entreprise et qu'on peut y consacrer des programmes consacrés à la formation de près ou de loin, au demeurant. Et c'est vrai qu'il aura fallu un peu plus de temps pour l'intégration du podcast en tant qu'objet multimédia. Peut-être était-ce son problème, c'est qu'il est peut-être incomplètement multimédia. Tout à fait. Et c'est de la même manière, je veux faire le parallèle avec la télé et l'enseignement. On peut revenir là encore à grosso modo 50 ans en arrière. Et on voit que pendant longtemps, les médias ont été traités de manière séparée. Et on a dit, tiens, c'est la télé qui va se suffire. C'est avant la radio qui va se suffire pour former, et ainsi de suite. Aujourd'hui, cette notion de comodalité est fondamentale. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'aller agréger le média utilisé dans le meilleur de ce que cela peut apporter en fonction de la nature du contenu, en fonction de la nature du traitement, en fonction de la nature de la consommation de la ressource par le public. Et c'est ce besoin de performance en allant choisir pour chacun des usages, pour chacune des cibles, le meilleur des médias, que se produit la création réellement de plus-values très intéressantes dans le monde de la formation. Dire on va former un public avec uniquement le même média pour tout le monde à tout moment n'a plus aucun sens. De la vidéo pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le podcast prend sa place comme élément
tout à fait spécifique et tout à fait complémentaire. Et moi, il y a par exemple un domaine que je trouve extraordinaire pour illustrer cela. C'est un témoignage que j'ai eu d'une entreprise qui travaille dans le monde de la maintenance industrielle d'aérateurs ou de conditionneurs dans l'élevage industriel de poulets. Alors, waouh, on se dit, qu'est-ce que vient faire la formation là-dedans? Eh bien, je vous cite l'exemple même qui les a poussés à aller construire toute une ingénierie tout à fait particulière entre le son, la formation. Ces entreprises, lorsque un client appelle, eh bien, c'est un élevage avec 100 000 ou 200 000 poulets. La climatisation ou l'aération tombe en panne. Si pendant l'été, dans les 2 heures qui viennent, on n'intervient pas pour pouvoir remettre en état le système, c'est 100 000 ou 200 000 poulets qui vont mourir. D'accord? Eh bien, cette entreprise a mis sur pied une plateforme de formation utilisant le son. Lorsque un technicien qui est au siège reçoit l'appel téléphonique comme quoi le dispositif est en panne, il va monter dans sa voiture et le dispositif va lui pousser pendant l'heure de voiture qui va lui permettre d'aller sur site tous les éléments lui permettant de se mettre à jour sur qu'est-ce qu'a comme matériel le client, quels sont les points faibles, quels sont les éléments à repérer, le process du check qu'il faut faire pour pouvoir remettre en panne et dépanner. Cette disponibilité mentale pendant l'heure de conduite, c'est une disponibilité sonore. Plutôt que d'écouter rire et chanson, il va écouter tous ces éléments de remise à niveau qui vont lui permettre d'aller vraiment utiliser une disponibilité mentale où juste simplement le son va faire le travail. Est-ce que ce format un peu ancien n'est finalement pas révolutionnaire, puisque je vais rebondir sur l'exemple que l'on vient d'entendre? C'est un format qui nous dispense d'être installé devant un ordinateur ou d'avoir un écran devant les yeux. C'est-à-dire que c'est un support que l'on peut utiliser, consommer, pardon pour l'expression, en étant plus libre, en étant en mouvement. Est-ce qu'on n'a pas là, finalement, une des façons d'appréhender la flexibilité du digital qui existe déjà mais qui va se construire? Pensons par exemple à des lunettes connectées que pourraient nous sortir quelques fabricants dans quelques années. Est-ce que la formation digitale ne se fera pas comme on peut la faire aussi en présentiel, c'est-à-dire debout et dans l'action? On le voit quand on fait parler, et vous en faites peut-être tous partie, de ces adeptes du podcast, non pas de formation, mais du podcast de manière globale, qui sont tous ces joggers, toutes ces personnes qui sont dans une activité physique et qui disent c'est un moment absolument privilégié pour se nourrir l'esprit, pour se faire du bien, pour réussir à supporter la demi-heure passée sur une machine à courir ou à faire du vélo, etc. Parce que on a cette disponibilité, on a ce plaisir, on a cette immersion, parce qu'il y a aussi ce côté immersif du son que l'on projette uniquement sur la réalité virtuelle, le casque immersif, mais au niveau sonore, l'expérience est la même. Et on a cette habitude, on a ce confort et ce plaisir à avoir entre les oreilles un son, une plongée qui est une plongée sonore émotionnelle. Et cette dimension de l'émotion dans l'information est fondamentale. Le son est porteur d'émotions et quand on sait bien s'en servir, ça va aller décupler l'impact est psychologique, l'impact mémoriel, l'impact à tout le niveau. Et là-dessus, tous les processus cognitifs et les sciences cognitives nous permettent d'aller mettre ça en valeur encore plus et s'en rendre compte que on a là un vecteur fantastique à utiliser en termes de formation. C'est là que l'on voit la puissance du son, c'est-à-dire qu'un film qui pourrait provoquer chez nous des rires ou des larmes ou quelque autre émotion que ce soit n'y parviendrait probablement pas sans le son. Et en faisant l'expérience du podcast, eh bien, on découvre effectivement que cela génère, que cela provoque chez nous des émotions qui vont favoriser l'empathie. C'est en particulier. Et puis, c'est un format dont on dit très souvent ou dont on lit que c'est un format authentique, spontané, sincère. C'est quelque chose que
je voulais entendre, ça aurait été par le biais d'une question, et c'est encore plus formidable de l'avoir entendu sans qu'il y ait eu une question qui précède la mention de la génération d'émotions. Est-ce que, pour approcher un petit peu de la fin de l'épisode et pour rester sur le concept de révolution, même s'il faut utiliser ce terme avec parcimonie, est-ce qu'on ne verra pas le podcast être à l'origine d'une toute petite révolution dans les formes, les formats, les écritures? Parce qu'un podcast, ça s'entend comme étant un épisode d'une série et un épisode d'une série d'une saison, sachant qu'il peut y avoir plusieurs saisons. Et évidemment, pour faire vivre les saisons, et on l'a entendu tout à l'heure, on a aujourd'hui une certaine maturité qui nous autorise à réfléchir nos écritures en empruntant, comme vous l'avez dit Yannick, à l'écriture du documentariste, à l'écriture du journaliste, mais aussi à celui d'un auteur de fiction, etc., etc. Est-ce qu'on ne va pas assister à une petite révolution, c'est-à-dire l'arrivée de ces écritures que l'on entend dans les podcasts, par le biais du podcast, venir ensuite se répandre auprès d'autres modalités que l'on connaît dans le paysage du digital learning où les narrations sont absentes. Je pense à des formats un tout petit peu trop proches des contenus, sans les nommer, on saura à peu près de quoi on parle, mais est-ce qu'on ne va pas préparer un terrain à une forme aussi de transformation de l'offre et de la façon de la proposer? J'en suis tout à fait persuadé que cette transformation va avoir lieu, ne serait-ce que parce que nous avons tous entre les mains, dans toutes les équipes maintenant, et en tant qu'individu, des outils de production audiovisuelle extraordinaires, professionnels. On s'en rend plus compte, mais on peut avec un smartphone aller produire de la vidéo de qualité professionnelle, et les outils de montage permettent de faire ça aussi, et quasiment gratuitement. Sauf que si on veut avoir un véritable impact, on sait très bien que ça nécessite, le talent va être dans cette capacité à avoir construit, à avoir fait cette narration. Le faire et le voir arriver au niveau du podcast permet de se rendre compte que il y a la même exigence en termes de qualité pour avoir de l'impact que l'on peut maintenant transférer sur la production de tous les autres contenus pour justement faire de la vidéo qui ait du sens, et qui montre un véritable geste, qui amène une véritable narration, qui amène une véritable authenticité, et non pas se contenter de faire de la prise de son qui serait brute, non traitée et sans sens, comme on fait de la vidéo qui est brute, non traitée et sans sens, dès que on met simplement quelqu'un juste devant une webcam à aller ressortir la lecture de ses notes, qui n'apporte rien en termes du média, rien en termes de vidéo, rien en termes d'émotion, donc rien en termes d'impact mémoriel sur ceux qui vont le subir après. On pourrait continuer comme ça encore longtemps, tant il y a à dire sur la formation, sur les façons de la produire et le podcast en particulier, puisque c'était le sujet de notre épisode. Un grand merci Yannick pour cet échange, pour ces éclaircissements quant à vos activités, quant au podcast. Le C2 Podcast, c'est terminé pour aujourd'hui. Il me reste à nouveau, encore une fois, à remercier notre invité. Merci Yannick. Merci beaucoup pour ce temps d'échange riche. À vous dire à bientôt et à vous inviter à vous abonner sur vos plateformes de podcast favorites au C2 Podcast. À très bientôt. Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcast, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.